Bonjour, je me présente Yves Verding, Head of Tax chez BNP Paribas Fortis. La fiscalité automobile joue un rôle central dans le domaine de l'écofiscalité, le thème principal de la semaine de l'expert comptable. Dans la demi-heure qui suit, je vais donc vous parler du verdissement de la mobilité. Quelles mesures fiscales notre gouvernement prend-il pour rendre notre parc automobile plus écologique et notre mode de vie plus durable? Donc le sujet d'aujourd'hui est le verdissement de la mobilité, aspects fiscaux. Et plus notamment l'avant-projet de loi organisant le verdissement social et fiscal de la mobilité. C'est un avant-projet de loi qui n'a pas encore été voté au Parlement, mais qui a déjà été approuvé au sein du gouvernement. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que ça soit formellement écrit dans la loi. Et cet avant-projet de loi consiste en 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est effectivement rendre le parc automobile sans émissions carbone. Le deuxième chapitre est de prévoir une déduction de frais majorés pour des bornes de recharge pour les voitures électriques pour les sociétés et les indépendants. Le troisième chapitre va instaurer une réduction d'impôts, donc ici on parle de l'IPP pour l'installation de nouveau des bornes de recharge. Le cinquième chapitre, c'est très spécifique, c'est une déduction pour investissement pour des camions sans émissions carbone. Et le cinquième chapitre, on essaie quand même de rendre le budget mobilité un peu plus attrayant dans la pratique. Commençons par le premier chapitre, parc automobile de véhicules d'entreprise sans émissions carbone. Est-ce que ça veut dire qu'il y a maintenant finalement la fin d'une longue histoire? Je pense que oui. Donc, comme vous vous souvenez certainement, le verdissement du parc automobile a déjà commencé le 1er janvier 2017 parce qu'à partir de ce moment-là, la déductibilité fiscale d'une voiture de société a été couplée en fonction de l'émission CO2. En 2010, ils ont introduit une nouvelle formule pour la déductibilité, donc ils ont rendu les critères plus sévères. En 2020, donc les systèmes nouveaux à partir de cette année, nouvelle formule, de nouveau, voitures polluantes moins déductibles. Et à partir du 1er janvier 2026, j'y reviens tout à l'heure évidemment, il y aura un système noir et blanc, c'est-à-dire que soit on parle d'une voiture de société électrique qui sera fiscalement déductible. Une voiture de société qui a le moindre émission CO2 ne sera pas du tout déductible. Il faut toujours regarder, dit le gouvernement, la date d'achat, de lease ou de la location du véhicule et, soi-disant, les contrats existants seront toujours honorés. Donc, ce n'est pas le but qu'en cours de route, la fiscalité d'une certaine voiture va changer. Comme vous vous souvenez, à partir de l'exercice d'imposition 2021 et période imposable au plus tôt démarré le 1er janvier 2020, on est confronté avec la nouvelle formule pour calculer la déductibilité de la voiture, la formule 120% moins 0,5% fois le coefficient fois l'émission CO2 par kilomètre. Pour une diesel, ce coefficient est de 1, autre carburant 0,95, le maximum est 100%, le minimum 50%, sauf si l'émission CO2 dépasse 200 grammes. On parle dans ce cas-là d'un minimum de 40%. Donc cette formule veut dire qu'une société doit calculer voiture par voiture le taux de déductibilité. Et comme vous voyez ici, une diesel avec 98 grammes émissions CO2 tombe à une déductibilité de 71%, alors qu'une essence avec la même émission CO2 sera déductible pour 73,45%. Une Range Rover Sport avec 218 grammes, dans la pratique, via la formule, le taux de déductibilité n'est que de 16,45%, mais heureusement, cette Range Rover profite du minimum de 40%. Gardez bien en tête cet exemple du Range Rover parce que j'y reviens tout à l'heure. Calculer voiture par voiture, moyennes ne sont pas acceptées. Les frais de carburant sont déductibles au même taux que les autres frais. Donc, il ne faut plus appliquer la règle de 70-30 pour la déduction de l'ATN des frais de voiture. Donc, c'est le système soi-disant existant, exercice d'imposition 2021, pour la première fois à remplir dans la nouvelle déclat ISOC 2021. Dans la pratique, cette nouvelle formule, comme vous voyez ici sur ce tableau, revient à une déductibilité qui est moins que l'ancien régime. Par exemple, une voiture diesel avec 110 grammes CO2 était déductible pour 80% et elle tombe malheureusement à 65%.
une voiture essence 100 grammes CO2 était déductible pour 90%, elle retombe à 72,5%. Et les voitures électriques étaient déductibles pour 120%, seront déductibles seulement pour 100%. Donc, les critères sont devenus, au fil des années, de plus en plus sévères. La déductibilité est toujours moins que la formule préalable. Et maintenant, nous sommes donc venus au régime futur, l'accord au sein du gouvernement, verdissement des voitures de société. Et le régime va être simplifié d'une façon assez extrême. Donc, le gouvernement a dit que le régime fiscal pour les voitures d'entreprise est une rémunération alternative intéressante pour l'entreprise. Donc, ça a connu un énorme succès, ce qui veut dire que pour le moment, on parle de plus de 700 000 véhicules d'entreprise. Le gouvernement, mesdames et messieurs, reconnaît que la fiscalité automobile a quand même mené à une baisse de l'émission CO2 du parc automobile. Parce que, comme vous savez, les véhicules d'entreprise sont davantage électriques et ou hybrides. Comme la durée de vie, tous les 4 ans, il y a un nouveau modèle qui est acheté ou pris en leasing, les nouveaux modèles qui émettent moins de CO2 que les anciens modèles. Donc, en général, l'émission CO2 des voitures d'entreprise est plus faible que l'émission CO2 d'une voiture particulière. Mais ce n'est pas suffisant, dit le gouvernement, pour atteindre les objectifs climatiques européens d'ici 2030, il faut encore accélérer le verdissement du parc automobile des véhicules d'entreprise. Donc, il faut aller plus vite. Donc, modification drastique. Les grandes lignes de la réforme sont les suivantes. Toutes les voitures de société devront, à partir de 2025, rouler sans émissions carbone pour qu'ils puissent encore bénéficier de traitements fiscaux avantageux. Il n'y a aucune interdiction pour des voitures de société avec émissions CO2. Il reste toujours possible qu'une société prenne en leasing une voiture diesel ou essence, mais elle n'aura plus de déductibilité fiscale. Donc, aucun interdit, c'est juste la déductibilité fiscale veut dire soit la voiture est électrique et il y aura une déductibilité fiscale, soit elle a le moindre émission CO2 et elle ne sera pas du tout déductible. 0% déductibilité, donc on va vers un régime noir et blanc. À l'impôt des personnes morales, donc par exemple pour les ASBL, ils vont introduire une cotisation distincte à un taux de 25% pour aussi encourager la voiture des ASBL de devenir plus écologique. Donc, si vous avez acheté une voiture ou si vous allez acheter une voiture avec émission CO2, elle ne sera plus du tout déductible. Si la société prend en leasing une voiture sans émission carbone, avant le 1er janvier 2027, cette voiture reste déductible pour 100%. Les voitures électriques acquises après le 1er janvier 2027 restent déductibles, mais plus à 100%. La déductibilité va quand même baisser. Et de cette façon-ci, on veut encourager les entreprises de prendre en leasing ou d'acheter au plus vite que possible des voitures électriques, de préférence avant 2027. Comme ça, la déductibilité sera à 100%. Je vous ai résumé tout cela via 3 tableaux. Le premier tableau, ce sont les entreprises qui ont pris en leasing ou acheté une voiture de société avec combustible fossile. Prix en leasing avant le 1er juillet 2023, régime existant, donc la formule de 120% là, et la limite maximum 100%, minimum 50% ou 40%. Si la société va être prise en leasing entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, régime existant, 120% moins 0,5%, mais les limites seront modifiées. Le maximum, comme vous voyez ici, va baisser. À partir de l'exercice d'imposition 2026, le maximum taux de déductibilité sera de 75%. Donc, même si vous avez une voiture avec essence qui émet très peu de CO2, maximum 75%. Et plus de minimum.
Ce qui veut dire que ma Range Rover Sport sera effectivement déductible seulement pour 16,45%. Le maximum va ensuite baisser pour 2027 à 50%, ensuite à 25% et à partir de 29%, aucune déductibilité. Et toutes les voitures prises en leasing à partir du 1er janvier 2026 ne seront plus déductibles du tout, donc il n'y a plus de question de limite. Donc vous voyez, même les voitures prises en leasing avant le 1er janvier 2026 seront quand même affectées quant à leur déductibilité fiscale. Donc ce n'est pas du tout correct de dire oui, ce n'est qu'à partir de 2026 que le verdissement du parc automobile va avoir lieu. Non, c'est même avant. C'est même avant via les maximums qui baissent et les minimums qui vont disparaître. Les hybrides, même principe. Pris en leasing avant le 1er janvier 2023, système existant. Durée totale, donc une vraie hybride sera effectivement déductible pour 93% par exemple. Une fausse hybride sera déductible au même pourcentage que la voiture correspondante. Entre le 1er janvier 2023, désolé, ici il y a une erreur de frappe, on parle effectivement de 2023, et le 31 décembre 2025, régime existant, mais le carburant sera uniquement déductible pour 50% et l'électricité pour 100%. Donc une vraie hybride achetée à partir de 2023, les frais normaux seront déductibles par exemple pour 93%, mais le carburant seulement pour 50% et l'électricité pour 100%. Et via cette façon-là, on veut bien évidemment encourager les hybrides d'utiliser au maximum l'électricité au lieu du carburant. Et à partir du 1er janvier 2026, comme une hybride émet CO2, elle ne sera plus du tout déductible. Donc, vous voyez, c'est systématiquement la date d'achat, le contrat de leasing ou la date du contrat de location qui va déterminer le régime fiscal. Et finalement, les voitures électriques, donc date avant le 1er janvier 2027, 100% déductible, durée totale. Et ensuite, la déductibilité baisse à 95, 90 et pour finalement atterrir en 2031 à 77,5%. Donc, une voiture électrique prise en leasing en 2026 sera déductible à 100% pour toute sa durée. Si la voiture de 2026 sera échangée en 2030 pour une nouvelle voiture, même électrique, la nouvelle voiture sera uniquement déductible pour 75% pendant toute la durée. Voilà. Aussi, autre modification, il y a le fameux forfait obligatoire pour les frais de déplacement domicile-lieu de travail de 0,15 km. Ce forfait obligatoire va bien évidemment disparaître parce que si la voiture avec laquelle on fait ce déplacement émet du CO2, elle ne sera plus déductible du tout. Donc le 0,5% à partir du 1er janvier 2026 va uniquement être d'application pour la voiture électrique parce que seule la voiture électrique donne encore droit à une déductibilité fiscale. C'est assez logique. Dans les chefs de l'employé, rien ne change. Il y aura toujours l'avantage de toute nature. Donc, on veut surtout encourager le verdissement du parc automobile via l'employeur, via la déductibilité fiscale pour l'employeur et pas via l'avantage toute nature à l'IPP. Donc, vous connaissez le régime 6 divisé par 7 fois la valeur catalogue fois le pourcentage CO2. Donc, même pour une voiture électrique, il y a une ATN parce que ce pourcentage CO2 est de minimum 4% et l'ATN minimale est de 1360 € indexé exercice d'imposition 2021. Donc, pour une voiture électrique, c'est très simple. 6/7 fois le prix catalogue fois le pourcentage minimal de 4% avec un minimum absolu de 1360 €. Donc, l'ATN n'est pas modifié, on parle uniquement de la déductibilité. Voici le premier chapitre. Deuxième problème pratique, donc 700 000 voitures d'entreprise. Si demain, tous ces 700 000 voitures d'entreprise deviennent électriques, il y a un énorme problème avec les bornes de recharge. Parce que pour le moment, il y a plus ou moins 4000 bornes de recharge en Belgique.
Donc, il y a quand même un gros effort à faire pour installer des bornes de recharge. Et le stimulant fiscal est soit une réduction d'impôt à l'IPP pour l'installation d'une borne, et pour les entreprises et les indépendants, il y a une déduction majorée de frais pour l'installation. Donc, IPP soit ISOC. Commençons par les entreprises. Pour les entreprises, il y a un incitant fiscal qui consiste à une déductibilité de 200% des amortissements des bornes de recharge acquises à l'état neuf et publiquement accessibles, c'est très important, 200% pour les frais encourus entre le 1er septembre 2021, donc déjà maintenant, et le 31 décembre 2022. Et ensuite, la déductibilité majorée retombe à 150% pour les investissements entre le 1er janvier et le 31 août 2024. Donc, ce régime est temporaire parce que ça prendra fin le 31 août 2024. Et de nouveau, on veut surtout encourager les entreprises d'installer au plus vite que possible des bornes de recharge qui sont publiquement accessibles. Publiquement accessibles, ce qui veut dire, dit la loi, qui doit être librement accessible à tout tiers, au moins pendant les heures d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l'entreprise. Donc, il n'est pas requis que pendant les heures d'ouverture de l'entreprise, cette borne soit publiquement accessible. Vous pouvez parfaitement dire que la borne est uniquement accessible aux tiers pendant les heures de fermeture de la société. C'est parfaitement possible. Ça ne doit pas être publiquement accessible 24 heures sur 24. Et en plus, il faut notifier la borne à l'SPF Finance, parce que l'SPF Finance veut donc rendre public où se trouvent les bornes de recharge publiques. Donc, les bornes de recharge publiques, voici l'exemple du gouvernement, ce sont des bornes de recharge dans les parkings librement accessibles dans des centres commerciaux, supermarchés, boutiques, même bureaux. Donc, il est, selon moi, possible qu'une société va installer une borne de recharge sur le parking du supermarché et la société peut quand même la déduire à 200% fiscalement. Ce n'est pas requis que la borne de recharge se trouve dans les bureaux de l'entreprise ou sur le parking d'entreprise. Il est surtout le but qu'il y a beaucoup plus de bornes de recharge publiquement accessibles. Ça doit être public, donc il faut donner un consentement au SPF Finance de rendre public où se trouvent les bornes de recharge. Il faut que ce soit une borne de recharge intelligente, et donc l'avantage fiscal va prendre forme d'une déduction majorée pour les amortissements qui sont accessibles au public. Cette augmentation de déductibilité des amortissements s'applique aussi bien à l'impôt des personnes physiques qu'à l'impôt de société, donc les indépendants et les sociétés. Donc, on va augmenter la déductibilité soit de 100% des amortissements, soit de 50%. Je me demande dans la pratique comment traiter cette déductibilité majorée des amortissements dans la pratique. Parce que, souvenez-vous, lorsque les voitures électriques étaient déductibles à 120%, le supplément de 20%, c'était une comptabilisation. Le compte 689 a un compte réserve immunisé pour les 20%. Ici, il ne faut pas constituer une réserve immunisée pour obtenir la déductibilité majorée. Donc moi, je me demande comment dans la pratique, parce que comptablement, évidemment, on amortit à 100%, mais on peut fiscalement la déduire pour 200%. Donc dans la pratique, on verra sous quelle forme ça va prendre. Ensuite, les amortissements, même majorés, ne vont pas être pris en compte pour le calcul d'une plus-value ou moins-value ultérieure. C'est assez évident. Donc, pour ça, pour les entreprises, donc on parle vraiment d'une déductibilité majorée des amortissements des bornes de recharge qui sont publiquement accessibles, mais qui ne doivent pas forcément être placées sur les locaux ou devant les locaux de l'entreprise même. Maintenant, passons à l'impôt des personnes physiques. On se retrouve maintenant dans le chapitre 3, la réduction d'impôt à l'IPP. Le gouvernement reconnaît que les voitures électriques peuvent être chargées via une prise normale avec un chargeur, un câble de recharge spécial. Donc, c'est parfaitement possible, mais ce n'est pas idéal parce que ça crée un risque de danger et tout cela. Donc, le gouvernement a dit il faut quand même encourager les gens d'installer une vraie borne de recharge à domicile
qui est connecté à un circuit électrique séparé avec fusible propre. Cela permet de faire face à d'importants risques de surcharge et d'électricité et sécurité incendie. Donc, bien qu'il est parfaitement possible de charger via une prise normale, il faut quand même au mieux installer une véritable borne. Et pour cela, vous aurez droit à une réduction d'impôt. D'ailleurs, la vitesse de charge d'une vraie borne, d'une véritable borne de recharge, est beaucoup plus vite qu'une prise normale. Donc tout cela pour vous expliquer pourquoi il faut encourager ça. Donc c'est un nouvel article, 145, 5e. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont payées par le contribuable pour l'installation d'une bonne borne de recharge pour voiture électrique dans l'habitation où le contribuable a son domicile au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Donc ici, contrairement à ce qui est pour les entreprises, ici, il est bien défini où doit être installée cette borne de recharge. Mais ici, il n'y a pas la condition d'être publiquement accessible, contrairement à ce qui était d'application pour les sociétés. Donc, il faut que ce soit les dépenses pour l'achat à l'état neuf d'une borne de recharge, pour les frais d'installation et pour les dépenses de contrôle de cette installation. Les dépenses doivent impérativement inclure les dépenses pour l'installation. Donc, dit le gouvernement, une borne de recharge installée par le contribuable lui-même n'est pas éligible à la réduction d'impôt. Donc, il faut effectivement la faire installer par un tiers. Les dépenses incluent aussi l'inspection obligatoire de l'installation. Ça rentre aussi en compte. Il faut que la borne de recharge doit être installée à l'adresse du domicile du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel la réduction d'impôt est postulée, et donc pas nécessairement son domicile au moment de l'installation de la borne de recharge ou du paiement. Pourquoi cette formulation? Parce que le gouvernement dit ainsi les contribuables qui ont fait installer une borne de recharge dans leur habitation nouvellement construite ou récemment rénovée peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt. Il n'est d'ailleurs pas exigé que vous êtes le propriétaire ou l'usufruitier de cette habitation où la borne est installée. Donc, un locataire qui fait installer une borne de recharge dans son habitation de location a aussi droit à cette réduction d'impôt. D'ailleurs, il n'est pas requis que la borne est installée à l'intérieur de l'habitation, au garage par exemple. Non, les frais de borne de recharge placés contre le mur extérieur donnent aussi droit à cette réduction d'impôt. De nouveau, comme avec les entreprises, il faut qu'il s'agisse d'une borne de recharge intelligente et qui ne peut utiliser que de l'électricité soi-disant verte. Tout comme pour les entreprises et les sociétés, cette mesure est transitoire à l'IPP aussi parce qu'on parle des frais de dépenses encourus entre le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2024 inclus. Donc, mesure temporaire. Il y a toute une série de conditions qui sont attachées à cette réduction d'impôt. Premièrement, il faut que la borne soit digitalement connectée à un système de gestion. Deuxièmement, uniquement utiliser de l'électricité soi-disant verte. Troisièmement, être approuvé par un organisme de contrôle agréé. Et quatrièmement, le contribuable n'a pas postulé la réduction d'impôt pour une période imposable antérieure. Qu'est-ce que ce quatrièmement veut dire? C'est quand même assez important. Le gouvernement dit que cette réduction d'impôt ne peut être accordée qu'une seule fois à un contribuable. Donc, lorsqu'un contribuable fait des dépenses pour l'installation d'une borne de recharge qui est étalée sur 2 périodes imposables, il ne pourra solliciter une réduction d'impôt que pour les dépenses de une de ces 2 périodes imposables. Donc, vous avez tout intérêt à encourir les dépenses, l'entièreté des dépenses dans une même période imposable parce que c'est une mesure unique, temporaire et unique. Ensuite, il y a des interdictions. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses, premièrement, qui sont prises en considération des frais à titre de frais professionnels. Deuxièmement, qui donnent droit à la déduction pour investissement. Troisièmement, qui sont remboursés par l'employeur ou par la personne morale dont il est dirigeant d'entreprise au titre des dépenses propres à l'employeur ou à la personne morale, ce qui est assez logique. Et tout comme pour les entreprises, l'avantage baisse au fil des années.
Donc, on vous encourage d'installer la borne aussi vite que possible. Les dépenses de 2021, donc de facto à partir du 1er septembre 2021 et fin 2022, 45% réduction d'impôt. Ensuite, les dépenses 2023, 30% et 15% pour les dépenses de 2024, donc de facto jusqu'au 31 août 2024, c'est 15%. Donc l'avantage baisse au fil des années. Et le montant maximum, les dépenses maximum pour calculer les 45%, par exemple, la réduction d'impôt, est plafonné à 1 500 € par borne de recherche et par contribuable. Donc, il est plafonné à 1 500 et ce montant n'est pas indexé. Lorsqu'il y a une imposition commune qui est établie, la réduction d'impôt pour la borne de recherche est répartie proportionnellement en fonction du revenu de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des conjoints imposés. Et finalement, il y a des documents qui doivent être mis à disposition de l'administration. Ils sont lesquels? Premièrement, les factures pour les dépenses. Deuxièmement, la preuve que les dépenses ont été effectivement payées. Troisièmement, la preuve qu'il s'agit d'une borne de recherche intelligente qui n'utilise que de l'électricité verte. Et finalement, les certificats d'inspection. Voilà donc les deux mesures les plus importantes de cet avant-projet de loi. Le verdissement du parc automobile via la déductibilité dans le chef de l'employeur ou de l'entreprise. Et deuxièmement, l'amortissement majoré pour les bornes de recharge ou la réduction d'impôt pour les bornes de recharge à l'IPP. Le quatrième chapitre de cet avant-projet de loi est assez spécifique. On va aussi accorder une nouvelle déduction d'investissement pour des investissements de camions sans émission carbone et d'infrastructures de recharge pour l'hydrogène bleu, vert ou turquoise et d'installation de bornes de chargement électrique. Donc ici, on est vraiment sur le parc automobile professionnel, donc les sociétés de transport. Déduction d'investissement pour encourager les sociétés de transport à acheter des camions électriques à l'état neuf. Et tout comme aux deux autres mesures qu'on a discutées tout à l'heure, l'avantage baisse au fil des années. En 2023, déduction pour investissement de 35%, ensuite 29,5% pour atterrir en 2027 à une déduction d'investissement de 13,5%. Donc, on encourage aussi les sociétés de transport de verdir leur parc automobile, leur parc de camions. Voilà les 4 chapitres sur les domaines qui sont fréquemment utilisés. Mais le gouvernement aussi saisit l'occasion pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec le budget mobilité. Le fameux budget mobilité que vous connaissez certainement, donc c'est ce que j'appelle parfois le plan cafétéria en termes de mobilité. Il est donc possible d'échanger votre voiture de société ou votre droit à une voiture de société contre un petit budget. Un budget mobilité, oui. Et ce budget, vous pouvez librement affecter à ce qu'on appelle 3 piliers. Le premier pilier, c'est que avec votre budget mobilité que vous avez reçu en échange de votre voiture ancienne de société, vous pouvez financer une voiture de société qui est respectueuse de l'environnement. Soit une voiture électrique, soit une voiture qui satisfait à certains normes. Que sont les certains normes? Il faut au moins que la voiture nouvelle soit moins polluant que la voiture de société qui a été échangée contre le budget. Le deuxième tiret, mesdames et messieurs, va disparaître avec cet avant-projet de loi. Donc, si vous échangez une partie de votre budget mobilité contre une voiture de société, il faudra impérativement que cette voiture soit entièrement électrique. Le deuxième pilier, ce sont les moyens de transport durables et frais de logement. La mobilité douce, comme on appelle parfois. C'est un vélo, transport collectif organisé, même les frais d'habitation dans un rayon de 5 km autour du lieu de travail. Et avec le budget mobilité, vous pouvez soit financer votre habitation dans ce rayon de 5 km, soit payer les intérêts d'un emprunt hypothécaire en cas d'achat dans ce rayon d'une habitation dans ce rayon de 5 km.
Et le troisième pilier, vous pouvez aussi échanger contre le cash. C'est un libre choix. Tout est assez complexe, oui, documenté, illustré par le gouvernement via des Frequently Asked Questions qui ont été modifiés au moins 5 fois à ma meilleure connaissance. Les voitures respectueuses de l'environnement, je vous ai déjà dit ça, c'est moins polluant que la voiture échangée et émission CO2 de maximum 50 grammes. Donc, ça va tout disparaître. Dorénavant, il faut dans le futur que la voiture soit entièrement électrique. Oui. Moyens de transport durable, mobilité douce, transport en commun, on a déjà discuté ça, solutions de partage, tout cela. Frais de logement dans un rayon de 5 km, vélo d'entreprise, indemnité vélo, complètement exonéré de charges sociales et d'impôts. Donc le pilier 2 est assez intéressant, pas de taxation, pas de charges sociales. Et le troisième pilier, vous pouvez aussi échanger une partie de votre budget mobilité contre espèces, exonéré d'impôts entièrement, mais une cotisation spéciale de 38,07%. Le budget mobilité. Quel est le budget mobilité? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership de la voiture échangée. Le coût annuel brut total pour l'employeur. Ce qui n'est pas du tout évident pour calculer, j'y reviens tout à l'heure. Traitement fiscal, je vous ai déjà dit, budget mobilité n'est pas taxable, mais le pilier 1, donc autre voiture, avantage toute nature de cette voiture. Le pilier 2, mobilité douce, transport en commun entièrement exonéré. Et le pilier 3, le cash, aussi exonéré de l'IPP. Cotisation dans le chef d'employeur. Ici, quelques exemples. J'ai pris ça du website du gouvernement. Supposons que nous avons une société d'entreprise avec un coût annuel brut de 9 750 €. Eh bien, c'est échangé contre un budget de ce même montant pour une voiture électrique, pour aussi un vélo d'entreprise ou indemnité voiture, un abonnement de bus, plus un abonnement de train et les restants en cash. Pour un total de, comme je vous ai dit, 9 750 €. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan cafétéria. Autre exemple, c'est aussi pas de voiture société, j'en ai marre, je ne veux plus de société, mais je veux plus en cash, où je prends une location, je vais louer une voiture pour partir en vacances, tout est possible. Donc, mais malheureusement, le budget mobilité est un échec complet. Il y a à peine des employés et des employeurs qui en font usage. Donc, le gouvernement dit il faut rendre le système un peu plus intéressant. Le gouvernement dit ce budget mobilité existe déjà depuis 2 ans. Chiffres récents disent que ce n'est pas encore entré dans les mœurs chez les employeurs et les travailleurs. Pour différentes raisons, dit le gouvernement, parmi lesquelles la complexité supposée d'instaurer la réglementation actuelle. Et, mesdames et messieurs, je peux vous confirmer, c'est pas une complexité supposée, c'est une véritable cauchemar pour l'installer. Donc, le gouvernement est un peu trop optimiste. Ils veulent donc rendre les régimes plus intéressants. Le gouvernement dit parce qu'il y a un certain intérêt dans le marché pour ce budget mobilité. Parce que les Frequently Asked Questions ont déjà été mises 5 fois à jour en ajoutant de nouvelles questions de citoyens des entreprises. Donc pour moi, personnellement, c'est plutôt la preuve de la complexité du système actuel. Pour le gouvernement, c'est plutôt un signe qu'il y a quand même un gros intérêt dans ce régime. Donc, ils ont dit, on va simplifier les régimes, on va la flexibiliser, on va introduire plus de sécurité juridique et on va élargir de la palette de modes de transport durables. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mesdames et messieurs, parce que je n'ai que 30 minutes. Donc, les grandes lignes sont, premièrement, comme je vous ai dit, si vous échangez une partie de votre budget mobilité contre une autre voiture, il faut qu'elle soit entièrement électrique. Sinon, l'échange ne sera pas permis. On va prendre aussi en considération le prêt vélo. On va introduire aussi la possibilité de payer les frais de garage pour votre cyclomoteur, pour votre vélo. Donc, ça peut être financé aussi dorénavant avec votre budget. Vous pouvez aussi financer avec votre budget des abonnements au transport public pour les déplacements des membres de votre famille. Donc, vous pouvez payer l'abonnement au bus de votre enfant pour se rendre à l'école parce que dans la pratique, vous pouvez également utiliser une voiture de société pour conduire vos enfants à l'école. Donc, tout devrait aussi être possible avec le budget mobilité.
prime pour piéton peut être payé avec un budget mobilité et les rayons de 5 km va être élargi à 10 km parce que ce n'est pas du tout évident de chercher une habitation dans un rayon de 5 km de votre employeur. Donc, il faut quand même que ce soit un peu plus large que ça, 10 km. Et aussi, dorénavant, vous ne pouvez pas uniquement financer les intérêts d'un emprunt hypothécaire de cette habitation avec votre budget mobilité, mais dorénavant aussi les remboursements en capital même peuvent être financés avec le budget mobilité. Et le calcul du total cost of ownership, ce qui est dans la pratique quand même une complexité très compliquée, va être fixé dans la loi. Ils vont donc introduire une formule de calcul pour le total cost of ownership dans la loi même. Parce que le gouvernement a dit, oui, apparemment, le SPF Finance est souvent interrogé pour confirmer le calcul de total cost of ownership, ce qui n'est pas le rôle de l'SPF Finance. Donc, dorénavant, on va introduire ça dans la loi. Est-ce que ces 9 mesures vont rendre le budget mobilité un succès énorme? Je ne suis pas sûr du tout, mais au moins, c'est quand même une bonne chose qu'ils élargissent le champ d'application et qu'ils rendent un peu le système plus flexible et, via la formule de calcul, qu'ils vont introduire quand même plus de sécurité juridique. Mais le but principal est quand même le verdissement du parc automobile pour encourager les entreprises et aussi les employés via le budget mobilité de choisir quand même une voiture électrique. Je vous remercie vivement pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès avec la semaine de l'expert comptable et avec la mobilité, la fiscalité de mobilité à partir de 2026. Un grand merci, bonne journée.